qui a repris. C'était le 30 et le 31 août. Et il y a des camarades qui sont là-bas pour essayer de gueuler un peu devant leur vision de la redistribution des richesses, parce qu'ils en ont une en tête. Nous, ça serait bien qu'on mette face à eux une vision de la redistribution des richesses qui nous paraît un peu plus favorable aux travailleurs. Donc la question, c'est quelle redistribution des richesses alternative à celle développée au MEDEF on peut essayer de mettre en place ici. Juste pour terminer, il y a aussi, en dehors de l'effet de concurrence, de la fraude fiscale, de l'optimisation fiscale, il y a aussi des traités comme le TAFTA qui vont nous tomber sur la gueule bientôt, ou le CETA. Et ces traités permettent de limiter la possibilité démocratique des peuples. Par exemple, vous voulez augmenter vos salaires dans votre pays, il va falloir payer aux entreprises du pays le manque à gagner dû à l'augmentation des salaires. Alors juste, j'ai quelques exemples. Par exemple, en 2010, il y a Tampa Electric qui a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala en s'attaquant à une loi plafonnant le tarif de l'électricité. Donc pour que l'électricité soit accessible à tous, le gouvernement a décidé de plafonner son tarif. Tampa Electric a attaqué le gouvernement pour manque à gagner et obtenu 25 millions de dollars. Donc vous voyez comment ces traités comme le TAFTA, le CETA peuvent contraindre le choix démocratique qu'il y a dans les pays. Et donc en fait le capitalisme et la démocratie, c'est pas forcément super compatible. C'est peut-être cette chose-là qu'il faut remettre en question aussi. Si vous voulez de la démocratie, en tout cas, il faut peut-être s'attaquer au mode de production. En 2012 aussi au Sri Lanka, le Sri Lanka a été condamné à verser 60 millions de dollars à la Deutsche Bank en raison de la modification d'un contrat pétrolier. Donc ils ont essayé de reprendre une partie de la richesse créée par le pétrole par une entreprise, enfin par les travailleurs de l'entreprise, et la socialiser, et ils ont dû payer 60 millions de dollars. Et après les Français sont pas en reste, Veolia qui part en guerre contre l'une des seules victoires des printemps arabes en Égypte, par exemple, c'est l'augmentation du salaire minimum de 400 à 700 livres. Ils ont demandé réparation de cette hausse de salaire minimum. Donc s'il y a le traité TAFTA ou CETA, c'est peut-être des choses qui vont nous tomber dessus aussi. C'est-à-dire qu'on va vouloir augmenter les salaires. Imaginons que la gauche prenne le pouvoir, imaginons que autre chose que le Parti Socialiste prenne le pouvoir et veuille augmenter les salaires, on va devoir payer pour cette... ou Macron... On va devoir payer pour cette augmentation de salaire. Donc voilà, la question elle est posée sur le mode de production, la redistribution des richesses, mais aussi sur l'impact démocratique de notre système économique. Donc je ne vais pas parler encore pendant des heures. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il y a le camarade ici, lève la main. Lève la main. Ok, qui va prendre les tours de parole. Et voilà. C'est pas mal ce volontariat, ça va vite. Alors plus généralement, on peut poser des propositions positives et peut-être débattre de ces propositions. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Justement, vas-y. Elle est bien, le plafonnement des salaires, ça c'est une proposition très concrète. Peut-être qu'on peut en débattre. Il y a des gens qui sont... Enfin moi personnellement je suis pour le plafonnement des salaires parce que s'il y a un salaire minimum, il faut aussi mettre un salaire en place maximum. C'est-à-dire que, mettons, pas forcément un salaire fixe maximum, du genre, je sais pas, 10 000 € par mois, non, pas ça. Mais plutôt un pourcentage calculé par rapport à la base du salaire le plus faible en fait. Mettons que par exemple la personne la plus riche, avec le salaire le plus élevé d'une entreprise doit pas être de 10 fois supérieur au salaire le plus faible par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de façons de mettre en place un plafonnement des salaires. Et, merci pour les partages. Les politiques n'ont pas l'air de vouloir en débattre, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui lèvent la main. Qu'un patron gagne que 3 fois plus d'argent que son salarié plutôt que 20 fois plus d'argent. J'ai pas écouté la question parce qu'il y a le monsieur qui m'a... C'est sur le plafonnement des salaires? Est-ce que c'est bien? Il y a plusieurs façons de le faire, j'ai dit. Ah, j'ai pas écouté. Quelqu'un veut répondre à ça? C'était pas une question. C'était pas une question. Quelqu'un a quelque chose à dire? Sur le plafonnement des salaires, je sais pas, je peux improviser vu qu'il n'y a personne qui veut parler. C'est une solution pour limiter les inégalités. Le problème, c'est que la majorité des gens riches ne tiennent pas leur salaire du revenu du travail. Ils le tiennent du revenu du capital et c'est à peu près ce que Piketty a montré avec son livre Le Capital au XXIe siècle. C'est de la grande part des inégalités est due à une inégalité de revenus du capital. Parce que ceux-ci ont augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté parce que les États maintenant pour se financer doivent emprunter sur les marchés financiers, ce qui fait monter les taux d'intérêt.
Donc c'est cette chose-là. Donc tu vas plafonner les salaires, mais tu vas limiter en partie l'inégalité sociale dans ce truc-là. Et en plus, tu plafonnes les revenus du capital et du travail. Les gars peuvent se barrer à l'étranger, donc ça ouvre la question du contrôle de capital à l'extérieur des frontières et à l'intérieur des frontières, et de la limitation de pouvoir se barrer avec 4 millions d'euros dans un autre pays. Donc le but, c'est de débattre ensemble, là. C'était pas sur ce sujet que j'avais demandé la parole, mais du coup c'est pas grave, on pourra y revenir tout à l'heure. C'est juste que le camarade là a cité une grande entreprise française. Je vais la citer parce que l'idée c'est pas de faire une action tout de suite, donc c'est pas très grave, mais Veolia. Et le fait que Veolia ait attaqué l'État tunisien sur sa volonté d'augmenter le salaire minimum des salariés. Et en fait moi Veolia, comme beaucoup de grandes entreprises françaises qui ont une activité importante, moi j'ai envie de me les faire, et du coup comme la question régulière de Nuit debout sur lier la déconstruction d'un fonctionnement, d'un discours, d'une légitimation liée à la question de l'action directe, moi en fait je vous propose, en fait, si ça vous intéresse, Veolia est hyper présent et hyper visible comme d'autres entreprises françaises. Quand on parle de la déconstruction du capitalisme, on peut être sur des choses un peu désincarnées, un peu floues, un peu vagues, un peu déshumanisées, etc. Sur les grandes entreprises, avec en plus cette idée hyper importante de la valorisation en fait de leur rôle, comme rôle social, comme personne morale, pas morale, mais morale pas individuelle. En fait les entreprises elles ont cette faiblesse là qu'elles jouent évidemment sur l'image. Je vous apprends rien en disant ça, mais c'est juste pour alimenter cette proposition là. Et en fait Veolia fait vachement ce qu'on appelle du greenwashing ou du je sais pas quoi washing, c'est-à-dire que ils vont se présenter comme quelque chose d'extrêmement positif par des fondations et par des lieux en fait où ils vont prendre 0,2% de leur chiffre d'affaires. Et ils vont faire des lieux où on boit du tofu bio et où il y a des gens qui font du macramé avec du lin du Pérou en commerce équitable. Moi je suis un peu cynique en disant ça, mais et en fait ils investissent vachement de lieux comme ça à Paris. Et voilà, moi j'ai envie de réfléchir à une action un peu qui déconstruit ce greenwashing là. Et pour le dire plus précisément, il y a un lieu dont je me souviens pas du nom, pas la briqueterie, mais la ressourcerie, je crois. Elle est à porte de la Chapelle ou porte de Clignancourt, Saint-Ouen, enfin par là. C'est boulevard Ney. Et en fait, boulevard Ney, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des annexes de la préfecture de police de Paris. Et du coup, il y a une espèce de... Enfin, nous, on y est allé par hasard au début de l'été, et en fait on s'est un peu pris une claque. En plus c'était en plein dans l'euro, donc c'est vraiment un lieu qui est censé être un peu décalé, et il y avait le drapeau bleu blanc rouge aux couleurs de l'euro et avec des trucs de Veolia partout. Enfin on a failli vomir dans le tofu en fait, donc ça aurait pas été très bien, mais bref. Et du coup ils organisent tous les mois ou toutes les 2 semaines des conférences sur le bio, sur le vivre ensemble, sur le machin. Et voilà, moi j'ai en tête ce qu'on vient de dire, enfin je l'avais en tête déjà. Cette entreprise-là qui fait des lieux où on mange du foin et on boit du tofu, ils attaquent l'État tunisien quand l'État tunisien veut augmenter le salaire minimum des employeurs. Voilà, donc si ça intéresse des gens que cet automne, on fasse des actions directes avec une petite base écrite sur pas un recto verso, mais sur une mise en miroir de ce qu'ils essayent de faire. Ah, je suis en train de me mouiller le cul. Enfin voilà, bref, si ça intéresse des gens, Veolia et d'autres. Ouais, Veolia c'est vengé parce qu'en plus ils sont vachement sur le retraitement de l'eau, ces enfoirés. Donc attention parce qu'il y a de l'eau qui va vous grignoter un peu partout. Voilà. C'est grignoté par l'eau. C'est à Jonas. Ouais, on est riche d'amour, de solidarité, de bonne volonté. Bonjour. Salut. Je pensais pas parler comme ça, j'avais juste une idée en fait. Moi je suis venu de temps en temps quand j'ai pu. Micro ? Ouais, plus de micro. Je veux juste remercier en fait ceux qui participent, qui organisent Nuit debout. Voilà, juste ça. Pour moi, je vais avoir de donner des idées donc, sur tout ce qui est répartition des richesses, etc. J'ai entendu des bonnes idées moi ici, les quelques fois où je suis venu. Donc ça passait par la réduction du temps de travail qui permettrait donc
à ce que plus de gens aient de boulot, puisque les autres ils bosseraient moins. Donc bon, ça c'est une bonne idée en soi. Après je pense que c'est peut-être, je sais pas si c'est très simple à mettre en place, mais enfin pour moi c'est une bonne idée. Et dans ce temps qu'on aurait en plus en fait, c'est essayer de créer un espèce de c'est pas un service civique, mais on serait tous un peu obligés dans notre temps libre de donner du temps à ces associations qui aident les autres, donc des associations solidaires. J'ai eu la chance moi de par mon parcours de travailler dans des associations et ce qu'ils ont dit en fait c'est que ce qu'on donne au final c'est rien par rapport à ce qu'on a en retour. Et donc voilà mon idée en fait, je vais m'arrêter là. Mon idée ça serait si on a du temps en plus, ça serait d'obliger, j'aime pas ce mot obligé, mais que tous on ait, ça soit dans la Constitution ou je sais pas ce qu'on veut faire. Pour que dans nos cahiers de doléances, etc., dans nos propositions, ce qu'on veut mettre en place, comment on le fera. Mais c'est vraiment cette idée-là, c'est que si on veut tous se sentir concernés, parce qu'on est tous là, on regarde, moi je sais que j'ai jamais parlé ici, j'ai toujours été intimidé de faire ça, parce que le discours est un peu, des fois le débat est un peu élevé pour moi, je comprends pas tout. Mais en soi, si on veut tous être touchés, il faut tous participer. Pour moi, ça me semble juste cohérent. Voilà, juste ça, c'est que dans notre temps, en fait, donc, si on répartit les temps de travail, donc on travaille moins, dans ce temps libre qu'on a, c'est pas juste du temps libre en fait. Il faut obligatoirement un peu redonner un peu de la monnaie à ceux qui sont bénéficiaires de ces associations solidaires. Donc voilà, mon idée, ça serait ces temps libres qu'on gagne sur du temps où on va pas travailler, on serait un peu obligé de tous être affiliés à des assos. Parce que je pense que c'est que par les associations, on voit qu'aujourd'hui, si on attend l'État, il n'y a rien qui se fait. Et il n'y a que les associations aujourd'hui, il y a des milliards de combats, on peut tous choisir, que ça soit de l'agriculture, que ça soit des maraudes, que ça soit de la musique, il y a des associations, il y a des milliards d'associations. Voilà, après ça fait partie de la cohésion des luttes, c'est un gros travail pour coordonner tout ça, mais je pense que si on bosse moins, il faudrait qu'on soit un peu obligé aussi de bosser pour des associations. Voilà. C'est des missions quoi. Si chacun fait une intervention sans s'écouter et tout, on va peut-être discuter sur par exemple la réduction du temps de travail. D'accord. Du sans-abri et on leur file une pièce. Après ça sera Arnaud quand on aura épuisé le sujet. Donc j'avais une question pour vous par rapport à la réduction du temps de travail. Comment on fait face aux délocalisations? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les entreprises vont dans des pays où elles paieront les gens beaucoup moins, où elles n'ont pas de charges sociales. Donc comment on fait pour la fuite des entreprises? Ok. Alors il y avait la réduction du temps de travail et aussi essayer de valoriser, il est parti où le valoriser les activités non productives au sens capitaliste ou un truc comme ça. Est-ce que mon intervention, par exemple mon engagement dans les amis de Nicolas Sarkozy sera considéré comme... Ouais, je sais pas. Okay. Sur le temps de travail, en fait, c'est la question que... En fait, je vais essayer de vous faire un espèce de résumé de ce qui a émergé de 4 mois de débat dans la commission économie politique à chaque fois, et mes copains aussi vont essayer de le faire. Sur la réduction du temps de travail, c'est à salaire fixe en général que les gars de gauche demandent ça. Donc ça augmente le coût du travail pour les entreprises et ça pose la question que tu as posée, la délocalisation ou même la baisse de l'emploi. Parce que si tu augmentes le coût du travail, c'est pas forcément vrai qu'elles vont prendre quelqu'un d'autre pour assurer la tâche que tu faisais avant. Elles vont peut-être pas trouver ça profitable de prendre quelqu'un d'autre pour faire les 3 heures que tu faisais avant. Et donc ça pose des questions. Et plus largement, ça pose la question de est-ce qu'on peut demander à ce mode de production-là d'avoir un projet social? Est-ce qu'on peut avoir un capitalisme à visage humain? Et donc si la réponse est non, il faudrait peut-être commencer à travailler sur un projet de mode de production positif et alternatif à ce mode de production-là. Et ça peut paraître utopique comme ça, mais peut-être que c'est beaucoup plus utopique de demander un capitalisme à visage humain. C'est la question qui a émergé, c'est les questions qui ont émergé en commission économie politique. Sur le service civique dans les associations, il y a différents trucs qui essaient de valoriser
le travail qui n'est pas productif au sens marchand, c'est-à-dire que vous ne faites pas pour une entreprise qui vous exploite et fait du profit sur vous, c'est-à-dire des associations ou des coopératives. Il y a le revenu de base qui est posé comme ça. Quoi que vous fassiez dans la vie, on considère que vous produisez de la valeur. Et même faire un café chez vous le matin, c'est produire de la valeur. Il suffit que vous le fassiez dans une entreprise en étant exploité et on dit que vous travaillez. Pourquoi quand vous le faites chez vous, on ne dit pas que vous produisez de la valeur? Et le revenu contributif de Bernard Stiegler qui propose à peu près la même chose que ce que tu disais. C'est-à-dire, contre du travail en association, tu as un revenu. Donc on valorise le travail qui n'est pas considéré comme de la valeur jusqu'à maintenant. Donc c'est les deux trucs que je connais. Il y a le salaire à vie aussi. Mais le salaire à vie, c'est plus un dépassement du mode de production capitaliste. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Ouais, je voulais revenir sur Veolia aussi. Vous pouvez m'insulter si je parle trop. Il disait que c'était pas un problème de. Il disait tout à l'heure que c'était pas un problème de morale. Et oui, c'est pas un problème de morale parce que vous avez George Soros aussi qui faisait ça. Genre toute la journée, il travaillait comme spéculateur, il mettait à terre des pays et le soir, il donnait 1 million d'euros aux pauvres en Afrique ou un truc comme ça. Donc il travaillait à détruire le truc, à essayer de le réparer ensuite. C'est assez schizophrène comme délire, mais enfin voilà, en moralisant les problèmes d'économie politique, on arrive à ce genre de contradiction-là. Et c'est un peu bizarre. Donc c'est peut-être le mode de production qu'il faut remettre en question en général. Arnaud? Bonjour, je m'appelle Arnaud et toi, il faut que tu restes ici. Ah non, c'est à toi que je pose la question en fait. Tout à l'heure, moi je connais pas beaucoup, je suis pas technique comme toi, la vie je l'aborde pas comme toi et ça fait plaisir, il y a des gens comme toi qui se cassent le cul à décortiquer des choses bien lourdingues comme ça. Et tout à l'heure tu parlais des travailleurs, des ouvriers et donc du fruit de leur travail, c'est ça, et du partage des richesses. Moi j'ai une question et je suis désolé mais en fait qu'est-ce que tu appelles le fruit du travail d'un ouvrier? Par exemple, est-ce que si on parle par exemple de l'industrie automobile, ça te va comme terrain? Donc tu as un ouvrier, le fruit du travail de cet ouvrier, ça va être quoi? C'est qu'il a produit une voiture, c'est ça? Ok, c'est le fruit de son travail. Pourquoi tu appelles ça le fruit de son travail? Ce que je veux dire par là, c'est il y a quelqu'un qui a amené... Écoute-moi s'il te plaît, parce que sinon ça va pas le faire. Il y a quelqu'un qui a amené les locaux, la matière première et les outils pour fabriquer cette voiture. Après, il lui fallait la main d'œuvre. Il y en a un autre, il avait faim et il a bien voulu aller travailler dans cette tôle-là, quoi, pour fabriquer cette voiture. Mais attention, le mec, on lui montre, on lui a appris à assembler les pièces. Et donc toi, tu es en train de me dire que le fruit de son travail d'avoir assemblé les pièces comme on lui a montré, avec les outils qu'on lui prête, qui sont là, et la matière première qu'un autre a trouvée et qui est là, quoi, qui met à disposition, t'es en train de te dire que le mec, parce que lui il l'a assemblé, du coup ça lui revient à lui le travail. Et t'es en train de me dire que donc le mec qui a proposé le travail, qui a les locaux, qui donne les outils, la matière première, lui rien lui revient, quoi. Some people are skateboarding pourquoi with un balai. Je sais pas comment dire balai. En fait, à chaque fois, c'est pas en tant que... Ok, je suis marxiste et je suis communiste. Ok, donc comme ça, on le dit directement. Ouais, non, mais sinon, après, on va me dire des trucs bizarres. Ok. En fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le capital, genre les machines et la matière première que le gars amène, d'où ça sort? Il y a bien un gars qui a travaillé pour fabriquer cette machine et ces matières premières. Et si le gars, il a des machines et des matières premières, c'est qu'il a pu les acheter avec du capital, avec de l'argent. Et cet argent-là, il n'a pas eu de son fruit de son travail en général. Tu vois, les Gattaz, les Bettencourt, ils n'ont pas beaucoup travaillé pour avoir ces choses-là. Après, tu disais que le gars, donc que ça soit du capital, en fait, le capital dans la théorie marxiste, c'est du travail coagulé. C'est genre, je t'exploite, je te fais travailler, tu fais une voiture à 100 balles, je te donne 90 balles, j'ai 10 balles. Avec ces 10 balles, je vais pouvoir aller acheter de la matière première et du capital pour te refaire faire une deuxième voiture et te reprendre 10 balles. Tu vois, non, mais c'est juste, je t'explique, en fait, pour moi, le capital que j'ai amené pour acheter la matière première et les machines, c'est de l'argent que j'étais déjà piqué avant. Et donc, au final,
L'idée, c'est que c'est ton travail qui a financé mon capital. C'est pour ça que je te dis que le gars, en tant qu'individu, il a fait des choses, mais je parlais en tant que catégorie sociale. Je disais que les travailleurs produisent la valeur. Et enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et sur les conditions, le gars, il avait faim, il est obligé d'aller à travailler. Il y a un gars qui a eu la... Sur le partage des richesses. Justement, le mec, lui, qui a bien voulu aller bosser dans cette tôle-là, mais c'est son choix, quoi. C'est Il y a des riches trop riches et des pas pauvres trop obligé, pauvres. tu vois, t'as pas mis un flingue sur la tempe ou quoi, même si tu te sentais en danger, en précarité. Moi, je veux dire, il y a des trucs que je boycotte, j'assume, je boycotte, quoi. Je suis dans la merde à côté, mais voilà, c'est un truc, je trouve ça pourri. Et je vais pas accepter de devenir le gendre idéal en produisant de la merde. Tant pis, je serai pas le gendre idéal, mais ce truc-là, je sais que ça pue. Et il y en a plein, le problème, c'est bah ils mordent à la part. Et après ils vont s'en plaindre, On fabrique des voitures et ça pollue. Bah arrête de fabriquer ta merde alors. Arrête direct quoi. Et bon voilà, j'arrête là. Merci. Juste un tout petit point technique. On a commencé avec 1 heure d'avance ce débat-là. C'est Nuit debout, c'est comme ça. Parfois on a 1 heure de retard. Moralité, il y a un petit concert qui est prévu. Mathieu qui est là, qui est en train de s'installer, il jouera vers 19h30 et non pas 18h30. Fin du point technique, je vous rends la parole. Et puis c'est bien s'il y a des nouvelles personnes ici qu'on favorise le fait que vous preniez la parole. Donc n'hésitez pas à lever la main. C'est un peu audacieux, mais ça dure 2-3 minutes. Vous vous en sortirez. Vous ne faites pas lyncher ni couper la parole. C'est la particularité ici. Oui. Juste sur le mérite aussi, je vais revenir sur... En fait, à l'université d'été du MEDEF, dans le programme, il y avait qui mérite et qui mérite quoi. Et en fait, je me posais la question comme ça, est-ce que Gattaz et Bettencourt vraiment méritent ce qui leur arrive dans la vie? Donc la question du mérite, c'est à positionner socialement. Et enfin, je vais pas être très long. Et sur les voitures, on produit de la merde, ça pollue et tout. Ben ça, oui. Mais l'entreprise, elle s'en fout que tu vois, elle paye pas les coûts de la pollution. En même temps que tu restes dans un mode de production où l'individu, il fait son profit et il ne doit pas gérer les problèmes que ça engendre sur les autres parce que personne ne l'oblige à payer, ça va se passer comme ça. Pour reprendre sur ce que tu disais par rapport à la valeur que crée celui qui amène les outils de production, qui amène le capital, qui donne du travail, etc. Ça, pour moi, enfin là je suis en désaccord un peu avec Kevin là-dessus, c'est que pour moi ça c'est un travail également, ça crée une valeur également. Et donc cette part du travail, en fait, il faut réussir à la détacher du capital qui est juste investi et qui n'est pas un travail et qui ne mérite pas de retour de valeur et de revenus. C'est ça la différence qu'il faut réussir à faire entre le fruit du travail de celui qui est investi, qui prend un risque, qui s'est bougé le cul pour faire des choses, et le capital qu'il a juste reçu de ses parents ou qu'il a reçu et qui ne fait que réinvestir et il ne se bouge pas grand chose. C'est ça la différence qu'il faut faire, c'est sur ça qu'il faut vraiment travailler pour faire une différence entre les deux. Qui s'est enrichi pendant les nazis. Plein de collabos qui sont maintenant à la tête d'entreprises L'Oréal à l'étranger. Oui, tout à l'heure on a parlé de propositions positives. Moi j'en avais une petite parce que c'est vrai que les politiques sont très réticents un petit peu, par exemple, sur ces questions de redistribution des valeurs, enfin des richesses plutôt. Ce serait par exemple, si on pouvait, ce serait très compliqué parce qu'on a déjà vu le bordel que ça fait juste pour les empêcher de cumuler leur mandat, ce serait d'indexer leur rémunération par exemple sur le salaire médian des Français, en excluant de l'assiette de calcul par exemple le 1% des gens qui touchent le plus. Par exemple, peut-être que ça leur donnerait envie de se motiver, peut-être que pour que les gens touchent un peu plus d'argent par exemple. C'était juste ce que je vais dire. Juste un petit dernier point, effectivement, je vais revenir sur Lactalis. Il y avait un petit truc très marrant que j'ai vu l'autre jour sur Twitter. C'était un article de Mediapart, ils avaient trouvé la bonne phrase pour me faire accrocher dessus. C'était citer un des cadres de la boîte qui disait qu'en gros, l'idée de la redistribution de la valeur, c'était une idéologie trotskiste et c'était pas dans la mentalité du groupe. C'est pas très étonnant après que les agriculteurs aient quelques petits problèmes de trésorerie derrière quand ils négocient avec ces gens-là. Ok, alors je vais répondre à Mohamed sur sa question quand tu disais et comment on fait contre les délocalisations si on veut réduire le temps de travail. Moi je reviens sur la nécessité justement de construire une organisation, que les travailleurs doivent construire une organisation internationale justement pour défendre ce genre de perspective à l'international parce qu'on ne peut pas faire ce genre de réforme à l'échelle nationale. Il faut vraiment que les travailleurs s'organisent en tant que classe à l'échelle internationale pour défendre des perspectives communes dans les différents pays pour pas justement qu'il y ait un dumping qui se fasse
Et c'est pour ça que moi je pense que c'est important de militer justement auprès des travailleurs pour construire ce genre d'organisation. Aujourd'hui on en est très loin, on n'a pas encore les effectifs, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus. Ok, j'ai pas écouté, donc je sais pas. Si quelqu'un veut répondre... On te suit, Chronos, on te suit. D'accord. Si on a le temps. Et donc Nuit debout, c'est bien joli et j'espère que vous avez bien vos smartphones avec vos écrans, les réseaux sociaux. Et en fait, les gens là, en fait, le truc, il y a eu un premier volet, là on est en train de tenter un deuxième volet. Et est-ce qu'on va continuer à faire les figurants ou est-ce qu'on va devenir vraiment acteur du truc et que vraiment on y croit en fait? Parce que la plupart du temps, on relaye des trucs sur les réseaux sociaux, des trucs passés, de machin, de trucs, on tergiverse et tout, c'est super bien, on se renseigne, d'accord, mais est-ce que vraiment, à un moment donné, on y croit suffisamment fort et on devient acteur et on lâche un peu ton PC, ton télégramme ou je sais plus quoi, est-ce que vraiment tu y crois et que tu en deviens acteur, quoi? Ou est-ce que tu es là, voilà, on est là, quoi. T'as une bière poteau, s'il te plaît, toi? Tu peux me mettre une bière, s'il te plaît? Bon, alors l'implicite de ta question, c'est la révolution, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas. Là, en fait, on est dans une assemblée publique, donc on évite de parler de tout ce qui est action, qui se font à d'autres endroits dans Nuit debout. On est chaud, on est motivé, là c'est la rentrée. En tout cas, pour la révolution, vu qu'on est sur le thème partage des richesses, il faut savoir qu'elle vient toujours d'abord justement d'une réappropriation de l'économie par une classe. C'est-à-dire, en gros, il faut qu'il y ait une force de frappe pour la faire, la révolution. C'est pas... Oui, bonjour. En fait, sur la place, il se passe quand même des choses. Moi, je travaille sur le partage des biens. Je suis à Biblio Debout. Ça fait 4 mois qu'on donne des livres. Ça fait 4 mois qu'on échange avec d'autres citoyens, qu'on s'enrichit. Il n'y a pas que des actions, voilà, manifestations, tout ce qui finirait par Lyon. Il y a aussi des choses concrètes avec lesquelles qui donnent des échanges bien au-delà de la place de la République d'ailleurs. Je voulais dire autre chose. En fait, moi, ce que je remets en cause, c'est la notion même du travail. Oui, ça finit par Lyon. Bah, oui, on peut être debout même assis. En tout cas, moi, je remets en cause le travail parce que depuis le départ, il crée un rapport dominant-dominé. Et surtout, il bride complètement ce que l'on doit, qui on est vraiment. Parce qu'on se retrouve à faire des choses forcées, contraintes et forcées, même si tu refuses tel poste. Dans tous les cas, travailler, c'est une obligation. Voilà. Non, mais moi aussi, mais sauf que je choisis. Voilà. Je choisis, mais en fait, j'entreprends pour le coup, je suis obligée d'entreprendre. Mais j'essaie pas du tout de le faire sur un mode capitaliste. Par exemple, j'ai ouvert une librairie indépendante à la Courneuve pour travailler justement pour l'accès à la culture et contre la stigmatisation des territoires. Là, je suis en train de créer une épicerie itinérante sur notre ville de 93 qui va aller dans les quartiers et je lutte contre l'invisibilité sociale. Donc il y a plein de façons de lutter. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole sur le thème partage des richesses, donc ça peut aussi être production, comme on l'a vu. Sachant que vous passez 40 heures par semaine au moins à travailler, une grande partie de l'autre à consommer ou à acheter des trucs ou à les utiliser. On m'a dit qu'on m'entend pas, j'ai une petite voix, excusez-moi. J'ai comme l'impression que vous êtes un peu concernés, que vous avez tous quelque chose à dire ou à penser sur la production, donc je suis très dubitatif sur... Est-ce que vraiment personne n'a quelque chose à dire et a envie de lever la main? Plutôt, c'est quelque chose de plus intéressant à dire que bande de feignasses. Sinon, je vais devoir débloquer, hein, désolé. Regarde ta fortune, mais seul, tout seul, enfin, pas de piscine, tu vas te faire chier, donc tu vas être obligé de partager ta piscine, partager ton jacuzzi.
mon esprit, mais en ce qui concerne le partage des richesses, ce qui me semble essentiel, c'est de changer d'essayer de créer un mouvement pour changer notre mode de production de quand on fait un objet, que ça soit un objet qui soit durable dans le temps, de l'ordre de garantie à vie. Et ça permet de transférer des richesses, ça permet d'échanger, ça permet d'acheter un objet, de l'utiliser toute sa vie, de plus avoir besoin jamais d'en racheter, et du coup de libérer l'espace disponible d'argent pour réfléchir à comment l'utiliser autrement, parce qu'aujourd'hui on est dans un système où si on prend un travailleur lambda qui gagne, je sais pas, 1500 € par mois et qui perd 800 € à Paris pour payer son loyer, pour habiter dans une cage à poules, et qui derrière doit se nourrir, donc ça c'est un peu inconditionnel, on ne peut pas faire de la nourriture à vie, à moins de produire soi-même sa nourriture, mais c'est un autre débat. En fait il ne reste plus grand chose pour partager les richesses, parce qu'on a déjà tout foutu. La personne qui a un peu d'argent et qui travaille, il a déjà tout dépensé avant même d'avoir commencé, et du coup il faut réfléchir à comment on fait pour quand on achète quelque chose, ça soit durable dans le temps, ne serait-ce que pour le refiler aux générations futures après, pour plus avoir besoin de consommer de la matière première, ce qui évite de polluer, et voilà. Et je pense que j'avais d'autres choses à dire, mais je sais plus quoi. C'est pas grave, ça suffit. Voilà, 2 intervenants, celui qui est devant et celui qui est derrière. Ça va aller plus vite. Mais rapproche-toi, monsieur. Il m'écoute pas. Je crois qu'on est trop focalisé sur les aspects financiers là-dedans, sur l'argent, sur la richesse financière. Voilà, la richesse financière, ça fait un petit moment que j'ai la répartition de la richesse financière. J'y crois plus vraiment. Et là, on parle tous beaucoup et que de cette richesse-là finalement. Donc, je pense qu'il faudrait surtout se concentrer sur réfléchir à cette richesse et à comment on pourrait en trouver d'autres, des richesses alternatives de fonctionnement de la société, de partage, qui pourraient faire fonctionner la société tout simplement, descotcher un petit peu de tout cet aspect financier, salaire, tout ça, et essayer de développer d'autres systèmes. Je pense que ce serait plus réaliste, parce que là, le partage de l'argent, j'espère que je me trompe, mais je pense qu'on n'y arrivera jamais. Vas-y, on partage. Moi, je voudrais continuer par rapport à ce qui a été dit juste avant, par rapport au partage des ressources. C'est vrai que il y a quand même quelque chose en amont. Nous, on a la chance d'être en France, dans le sens où on a vraiment accès on peut manger à volonté, on peut boire à volonté, on a vraiment des ressources accessibles, on peut aller demain acheter des meubles autant qu'on veut en fait. Et je pense que à l'échelle planétaire, si on veut que on arrête de piller de l'autre côté du monde aussi, parce qu'on se plaint quand on voit que Nestlé fait travailler des enfants parce qu'ils utilisent et ils vont chercher du chocolat de l'autre côté de la planète, ou des tas de choses comme ça qui se passent où on prend toutes les ressources qu'il y a de l'autre côté. Je pense qu'on a vraiment besoin, nous, en fait, de nous imposer une sorte de sobriété dans notre cadre de vie et de consommer moins, de consommer mieux, de vraiment revoir tout ce qu'on mange et essayer en fait d'arrêter d'acheter du neuf, évidemment, pareil pour les vêtements. Et ça, déjà, je pense qu'à l'échelle planétaire, ça permettra un meilleur partage des ressources, parce que si dans les supermarchés on a l'impression d'avoir tout accessible, c'est parce que de l'autre côté on partage mal et qu'on vole de l'autre côté de la planète. Voilà. Bonjour. Alors, je m'excuse, j'étais censé aussi animer le débat avec Emilio, donc c'est pour ça qu'au début c'est un peu flottant, c'est les débuts de la reprise, je suis arrivé en retard, etc. Bon, pour mettre un petit peu de clair dans tout ce qui se dit entre le problème entre la définition du travail, de la richesse financière, etc. Voilà. En gros, il faudrait, peut-être que je conseille de lire un livre pour commencer, qui est La valeur, la richesse et l'inestimable. C'est un livre qui
clairement pose les définitions de chacun des termes et qui permet donc du coup dans la conversation d'être beaucoup plus clair sur les termes qu'on aborde. La richesse, en fait, il n'y a que le travail qui la produit. Si on parle de redistribution des richesses, c'est parce que au final le travail humain est la seule chose qui produit de la richesse, et que cette richesse donc est produite. Après, quand on parle de redistribution de cette richesse, c'est parce qu'elle doit être accessible à tout le monde, c'est son accès dont on parle. C'est pas juste il faut être gentil avec les pauvres et méchant avec les riches, ou j'en sais rien. C'est juste que voilà, c'est la richesse, il n'y a que le travail qui la produit, et donc après se pose la question de comment elle est redistribuée à tous ceux qui contribuent à produire cette richesse. Le capitalisme a formé un système qui est basé sur l'emploi. Quand madame disait qu'elle remettait en question la question du travail, en réalité ce qu'elle décrivait c'était l'emploi. C'est-à-dire aujourd'hui c'est une entreprise qui va produire, qui va dire qu'elle produit des richesses et elle va employer des gens pour lui redistribuer une partie de cette richesse produite, mais au final toute la richesse produite ne va pas aller au travailleur lui-même. Mais bon, après, ça peut se défendre du moment qu'on la redistribue ailleurs, qu'il y a un système de mutualisation, de fiscalité, etc., pour redistribuer à tous ceux qui contribuent à d'autres niveaux de la société. La question, c'est qu'aujourd'hui, dans le capitalisme, il y a une ponction des richesses faites aux propriétaires. Et donc, parler de redistribution des richesses amène à remettre en question la propriété des moyens de production. Donc là, on va tomber sur des théories marxistes, etc. Bon, bref. Sur tous ces sujets-là, il y a énormément d'expériences qui ont été faites, il y a énormément de théories qui s'affrontent, et c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Il y a, pourquoi pas, le revenu de base, le salaire à vie, etc. Il y a tout simplement ce qui a été fait jusqu'à maintenant, les services publics qui ont permis de créer de la gratuité. Alors on dit gratuité, mais bien sûr c'est pas gratuit puisqu'on paye des salariés, mais en fait le système de reproduction, de redistribution des richesses nous permet d'avoir cet accès gratuit. Et donc voilà, donc c'est de ça qu'on veut parler tous ensemble, et c'est de ça que je vous invite à venir parler avec nous. Voilà. Alors, les personnes n'arrivent plus. La parole est à vous. Si quelqu'un va parler, c'est moi qui note les petits tours de parole qui tournent la main. Alors pour la question du... Ouais, bisous les amis, je fais une petite pause périscope et je vous reprends tout à l'heure pour le concert de Mathieu. À tout à l'heure, bonne journée. Il y a des gens qui souffrent et c'est pour ça qu'ils